Il existe des questions que même la science, avec toute sa rigueur et ses instruments, ne parvient pas à pénétrer. Elles se tiennent à la frontière de notre savoir comme des silhouettes muettes, trop vastes ou trop subtiles pour être enfermées dans nos équations. Chaque mystère est une cicatrice dans la trame du réel, un rappel que le monde ne se laisse pas totalement dévoiler. Derrière la lumière des étoiles demeure une obscurité invisible. Derrière la certitude des lois se cachent des échappées que nous ne comprenons pas. Nous croyons connaître l'univers, mais souvent, il nous échappe avec une élégance presque cruelle. Ces énigmes, persistantes et insaisissables, sont les gardiennes d'un savoir perdu ou à venir. Et c'est en les contemplant que nous percevons la fragilité de notre propre compréhension. Il y a, dans l'architecture invisible de l'univers, une substance qui échappe à nos sens et à nos instruments les plus raffinés. On l'appelle matière sombre, mais ce nom n'est qu'un voile sur une énigme encore plus profonde. Elle ne brille pas, ne réfléchit pas à la lumière, ne se révèle jamais directement à l'observateur. Pourtant, tout ce que nous voyons lui obéit. Galaxies entières dansent sous son influence, comme des marionnettes silencieuses retenues par des fils invisibles. Sans elle, les étoiles se disperseraient, les amas se disloqueraient, et l'univers tel que nous le connaissons se déferait dans le chaos. L'histoire de cette ombre commence au début du XXe siècle. Des astronomes scrutent les galaxies lointaines et découvrent un paradoxe. Les étoiles, situées aux confins de leur spirale, se déplacent trop vite. Selon les lois de la gravitation de Newton, elles devraient en être projetées vers l'extérieur, éjectées dans le vide intergalactique. Pourtant, elles demeurent en place comme si une main invisible les retenait. C'est ainsi qu'apparaît l'idée qu'il existe plus de masse que ce que l'on peut voir. Une masse secrète, qui ne se laisse saisir ni par la lumière ni par les rayonnements que nous connaissons. On l'appelle sombre, non par goût du mystère, mais parce qu'elle reste muette face au détecteur. Elle ne dialogue qu'avec la gravité. Les physiciens estiment qu'elle représente environ 85% de toute la matière de l'univers, une majorité écrasante, alors que tout ce que nous connaissons, planètes, étoiles, arbres, montagnes, corps humains, ne serait qu'une fraction minuscule, un fragment presque insignifiant flottant dans un océan invisible. Cette disproportion fascine et inquiète à la fois. Comment accepter que l'univers, dans son immensité, soit fait principalement de quelque chose que nous ne comprenons pas ? L'image est troublante. Nous vivons dans une pièce éclairée par une chandelle, mais l'espace qui nous entoure est une vaste obscurité où se cache l'essentiel. Les hypothèses se succèdent. Certains pensent que la matière sombre pourrait être faite de particules encore inconnues, des entités minuscules qui traversent nos corps à chaque instant, en silence, sans interaction. On les appelle WIMP, particules massives interagissant faiblement. D'autres soupçonnent des neutrinos stériles, cousins fantomatiques des neutrinos déjà connus, mais encore plus insaisissables. Dans des laboratoires enfouis sous des montagnes, loin des perturbations cosmiques, les scientifiques tendent des pièges élaborés. Réservoirs de xénon liquide, détecteurs ultrasensibles, instruments capables de guetter le passage d'une particule unique. Et pourtant, malgré des décennies d'efforts, rien n'a été capturé. Chaque échec renforce l'étrangeté du problème. La matière sombre semble jouer un jeu cruel avec notre curiosité, se laissant deviner à travers ses effets, mais refusant obstinément toute rencontre directe. C'est comme si l'univers avait choisi de garder un secret essentiel, un secret qui soutient tout, mais qui ne se montre jamais. Certains vont plus loin et suggèrent que cette matière pourrait ne pas exister du tout. Peut-être est-ce notre compréhension de la gravité qui est incomplète. Peut-être que les lois de Newton et même celles d'Einstein ne sont que des approximations, valables dans certaines conditions mais insuffisantes pour expliquer la danse des galaxies. Ainsi naissent les théories dites de gravité modifiée qui cherchent à remplacer l'invisible par une refonte de nos équations. Pourtant, ces approches peinent à expliquer toutes les observations, en particulier la structure du cosmos à grande échelle. La matière sombre ne se manifeste pas seulement dans la rotation des galaxies. Elle façonne l'univers dès ses premiers instants. Après le Big Bang, alors que le cosmos n'était qu'un plasma incandescent, elle a servi de squelette autour duquel la matière ordinaire a pu se rassembler. Sans elle, peut-être que les étoiles n'auraient jamais vu le jour, et que l'univers serait resté une brume diffuse, sans éclat ni forme. Dans les grandes cartes du ciel dressées par les astronomes, on aperçoit les filaments gigantesques qui relient les galaxies entre elles, comme une toile cosmique. Ce sont les empreintes de cette matière invisible, des cicatrices de son passage.
Et pourtant, malgré sa présence partout, elle demeure hors d'atteinte. Les télescopes, si puissants soient-ils, n'en montrent aucune image. Ce que nous voyons n'est qu'une ombre portée, une absence qui agit. La matière sombre est aussi un rappel philosophique. Elle nous dit que la réalité ne se limite pas à ce que nous percevons, que nos sens et nos instruments, si affinés soient-ils, ne captent qu'une partie du monde. L'univers conserve son opacité, comme un livre dont la plupart des pages se révèlent encore invisibles. Dans les récits anciens, les hommes attribuaient aux dieux les forces qu'ils ne comprenaient point pas. Les éclairs étaient dans la colère céleste, les tremblements de terre un signe divin. Aujourd'hui, nous ne parlons plus en termes de divinité, mais nous affrontons un mystère d'une ampleur semblable. La matière sombre n'est pas un mythe, mais une nécessité imposée par l'observation. Elle est une absence qui pèse, une obscurité qui structure. Il est troublant d'imaginer que chaque geste, chaque pensée, chaque souffle se déroule dans un univers où la majorité de la matière nous est étrangère, comme si nous marchions sur une scène dont les coulisses nous étaient interdites. Cette sensation d'inachèvement nourrit à la fois la curiosité scientifique et une forme de vertige existentiel. Les cosmologistes poursuivent leurs recherches. De nouveaux télescopes scrutent le ciel, des accélérateurs de particules recréent des conditions proches de celles de l'univers primordial. Des capteurs silencieux attendent d'être patiemment sous terre. Peut-être qu'un jour, une particule se laissera piéger, un signal minuscule rompra le silence. Mais pour l'instant, la matière sombre reste ce qu'elle a toujours été. Un murmure dans les équations, une empreinte dans le mouvement des étoiles, une présence absente. Ainsi, l'univers nous rappelle que même ce qui fonde sa structure peut se dérober à la compréhension. L'invisible gouverne le visible, l'ombre façonne la lumière. Et dans cette ombre se cache peut-être la clé de ce que nous appelons la réalité. Il y a un siècle, l'univers semblait immobile. Les étoiles paraissaient en se fixe, les galaxies, figées comme des îles éternelles dans l'océan du vide. Puis vinrent les découvertes d'Edwin Hubble. À travers son télescope, il observa que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, comme si l'univers tout entier était en expansion. Ce fut une révélation. Le cosmos n'était pas statique, il était vivant, en mouvement, en perpétuelle dilatation. Mais la véritable énigme surgit plus tard, dans les années 1990, quand des astronomes étudièrent des supernovas lointaines. Ces explosions stellaires, brillantes comme des phares cosmiques, servent de repères pour mesurer les distances. Les chercheurs s'attendèrent à voir un univers dont l'expansion ralentissait sous l'effet de la gravité, comme une pierre lancée vers le ciel finit par retomber. Mais les observations contredirent cette attente. L'expansion non seulement ne ralentissait pas, elle s'accélérait, comme si une force mystérieuse, invisible et omniprésente gonflait l'espace lui-même, repoussant les galaxies de plus en plus vite. Cette force fut baptisée énergie sombre, un nom simple pour une idée vertigineuse. Personne ne sait ce qu'elle est. Elle n'émet pas de lumière, n'interagit pas avec la matière comme le font les autres forces connues. Elle n'est perceptible que par son effet, l'accélération inexorable de l'univers. On estime aujourd'hui qu'elle constitue près de 70% du contenu total du cosmos. 7 par centième sur 10 de tout ce qui existe serait le nom de l'énergie sombre, un principe qui nous échappe totalement. La matière ordinaire, celle dont nous sommes faits, n'est aucun fragment minuscule, une poussière au milieu de ce qui demeure incompréhensible. Certains physiciens la rapprochent de l'entrée constante cosmologique introduite par Einstein. Lorsqu'il développa la relativité générale, Einstein découvrit que ses équations prédisaient en eux un univers en mouvement, ce qui contredisait l'idée d'un cosmos figé qu'il partageait alors. Pour corriger ce qu'il pensait être une erreur, il ajouta un terme artificiel, une force répulsive, capable de stabiliser l'univers. Quand Hubble prouva que l'univers s'étendait vraiment, Einstein abandonna cette constante, la qualifiant de sa plus grande erreur. Mais des décennies plus tard, elle revint hanter la physique, car l'énergie sombre semble se comporter justement comme cette mystérieuse force répulsive intégrée dans ses équations. Mais est-ce vraiment la même chose ? Ou bien s'agit-il d'un phénomène encore plus étrange, qui dépasse même la pensée d'Einstein ? Les chercheurs explorent plusieurs pistes. Peut-être l'énergie sombre est-elle une propriété fondamentale du vide, une énergie du rien qui surgit de la mécanique quantique. Dans cette vision, le vide n'est pas une absence mais un bouillonnement invisible, une mer d'énergie subtile. Pourtant, les calculs théoriques donnent une valeur colossale, infiniment plus grande que ce que l'on observe réellement.
Le décalage est si vertigineux que certains l'ont surnommé la pire prédiction de toute la physique. D'autres avancent que l'énergie sombre pourrait être le signe d'un champ encore inconnu, une force qui enveloppe l'univers comme un voile discret. On parle de quintessence, une énergie dynamique, changeante au cours du temps, contrairement à la constante cosmologique qui reste figée. Si tel était le cas, cela signifierait que l'avenir du cosmos est encore plus incertain. La poussée de l'énergie sombre pourrait s'intensifier, ralentir ou même s'inverser. Cette incertitude nous conduit à interroger le destin ultime de l'univers. Si l'expansion continue à s'accélérer, les galaxies finiront par s'éloigner tellement vite que leur lumière ne nous parviendra plus. Le ciel nocturne se videra et chaque groupe d'étoiles deviendra une île solitaire, perdue dans un néant toujours plus vaste. Dans certains scénarios, l'accélération pourrait devenir si violente qu'elle déchirera même les galaxies, les étoiles et jusqu'aux atomes eux-mêmes dans ce que les cosmologistes appellent le Big Rip, la grande déchirure. D'autres modèles envisagent une stabilisation où l'énergie sombre se maintient à un niveau constant, condamnant le cosmos à un lent refroidissement, une mort par solitude et silence. Mais il est aussi possible que cette énergie ne soit pas ce que nous croyons. Peut-être que nos équations, une fois encore, sont incomplètes. Peut-être que la relativité générale, si majestueuse dans sa cohérence, ne suffit pas à décrire l'univers à grande échelle. Les physiciens explorent alors des théories alternatives, une gravité modifiée, des dimensions cachées, ou même des structures plus profondes de l'espace-temps que nous n'avons pas encore soupçonnées. L'énergie sombre n'est pas seulement une énigme scientifique, elle pose une question plus vaste, celle de la nature du vide. Depuis toujours, les philosophes et les physiciens se demandent ce qu'est le rien. Est-ce une absence totale ou bien un état subtil, porteur d'une énergie latente ? L'idée que le vide lui-même puisse avoir une densité, une force capable de modeler le destin des galaxies, bouleverse notre conception du réel. Ce que nous appelons le néant pourrait être, en réalité, la trame la plus puissante de l'univers. Dans le silence cosmique, l'énergie sombre agit sans jamais se montrer. Elle ne laisse aucune trace locale, aucun signal mesurable, seulement l'éloignement inexorable des galaxies. C'est une énigme globale qui ne se perçoit que lorsqu'on embrasse l'univers tout entier. Les observatoires modernes, comme le télescope spatial James Webb ou les grands relevés du ciel en cours, cherchent à cartographier cette expansion avec une précision toujours plus grande. Ils scrutent des millions de galaxies, mesurent les oscillations acoustiques du fond cosmologique, tractent la moindre variation dans la lumière des astres lointains. Chaque donnée ajoutée raffine la silhouette de cette force insaisissable, mais le cœur du mystère demeure intact. Il y a quelque chose de troublant à penser que l'avenir du cosmos repose entre les mains d'une énergie dont nous ignorons tout. Comme si le destin d'un océan dépendait d'un courant invisible que nul marin ne peut sentir. Nous observons les effets, mais nous restons incapables d'en saisir l'origine. Ainsi, l'énergie sombre est une invitation à l'humilité. Elle rappelle que notre compréhension, aussi brillante soit-elle, ne couvre qu'une fraction du réel, que sous la surface des lois que nous croyons connaître, il existe des forces plus profondes, plus silencieuses, qui continuent à nous défier. Elle est l'autre visage de l'ombre cosmique, la sœur insaisissable de la matière sombre. Ensemble, elles dominent l'univers, façonnant sa structure et son destin, alors que nous, êtres humains, n'avons accès qu'à la mince pellicule lumineuse des étoiles. L'invisible, une fois encore, gouverne tout. Chaque matin, lorsque nous ouvrons les yeux, un monde entier renaît. Les formes, les sons, les couleurs affluent dans notre esprit et nous avons l'impression immédiate d'exister, de sentir, de penser. Cette expérience intime, si familière qu'elle semble aller de soi, demeure pourtant l'un des plus grands mystères de la science. La conscience. Cette étincelle invisible qui fait qu'une masse de matière grise se transforme en un théâtre intérieur. Les neurosciences ont accompli des progrès immenses. Elles savent décrire l'activité des neurones, cartographier les réseaux cérébraux, mesurer les influx électriques qui circulent dans nos synapses. Mais malgré ces avancées, une question demeure. Comment, à partir de cette activité biologique, surgit l'expérience subjective ? Comment une succession de signaux électriques peut-elle donner naissance à la douleur, au plaisir, à la mémoire d'un parfum ou à la nostalgie d'un visage ? Les philosophes appellent cela le problème difficile de la conscience. Décrire les mécanismes physiques du cerveau est une chose. Expliquer pourquoi et comment ces mécanismes s'accompagnent d'une expérience intérieure en est une autre. Entre le neurone et le sentiment, il y a un abîme que nos théoriques n'ont pas encore comblé. Depuis des siècles, la question de la conscience trouble les penseurs.
Des traditions anciennes la reliaient à l'âme, une essence immatérielle qui survivrait à la mort. La science moderne, plus prudente, cherche à en rendre compte sans recourir au surnaturel. Mais même dans ce cadre rigoureux, le mystère persiste. Certains chercheurs estiment que la conscience est une émergence, une propriété qui apparaît spontanément lorsque la complexité atteint un certain seuil. Comme l'eau qui, une fois réunie en molécules innombrables, devient fluide, peut-être que les milliards de neurones finissent par produire un esprit. Mais cette comparaison reste imparfaite. L'eau peut être observée, la conscience, elle, ne se perçoit que de l'intérieur. D'autres théories avancent que la conscience est inscrite dans la structure même de l'univers. Selon cette perspective, chaque particule, chaque interaction, porterait déjà en germe une forme rudimentaire de subjectivité. Le cerveau ne ferait alors que concentrer et organiser cette potentialité. C'est l'idée du panpsychisme, séduisante mais difficile à éprouver scientifiquement. Car comment mesurer un sentiment, une perception, un instant de lucidité ? Les neuroscientifiques explorent dans plusieurs modèles. Certains mettent en avant la théorie de l'information intégrée. La conscience serait le reflet d'un système capable de combiner et d'unifier une immense quantité d'informations. Plus cette intégration est riche et cohérente, plus la conscience est vive. D'autres parlent de l'espace de travail global, une sorte de scène mentale où différentes régions du cerveau projettent leurs signaux, qui deviennent alors accessibles à l'ensemble du système. Ces modèles éclairent en des aspects du phénomène, mais aucun ne donne encore une explication complète. La conscience n'est pas seulement un objet de science, elle est aussi une énigme vécue. Chacun de nous est son propre laboratoire. Nous sentons la différence entre être éveillé et endormi, entre rêver et réfléchir. Nous savons ce que signifie être distrait, absorbé, lucide. Ces nuances innombrables et subtiles échappent encore à une description totale. Les rêves eux-mêmes posent un problème fascinant. Lorsque nous rêvons, notre esprit crée des mondes entiers, souvent incohérents mais habités de sensations réelles. Un rêve peut nous faire pleurer, rire, trembler de peur, pourtant tout se déroule dans le silence de notre crâne. Pourquoi ces expériences imaginaires semblent-elles aussi tangibles ? Et pourquoi se dissipent-elles si vite au réveil, comme si la conscience ne pouvait retenir que des fragments d'un théâtre trop fragile ? Un autre mystère réside dans la question du libre arbitre. Sommes-nous vraiment les auteurs de nos pensées et de nos choix, ou bien ne faisons-nous qu'accompagner des décisions déjà prises par notre cerveau avant même que nous en ayons conscience ? Des expériences en neurosciences ont montré que l'activité cérébrale précède parfois la prise de décision subjective de plusieurs fractions de seconde. Cela suggère que notre sentiment de choisir pourrait être une illusion, un récit que notre conscience se raconte après coup. Mais alors, que signifie être conscient, si ce n'est pas pour décider ? Est-ce simplement pour observer, comme un témoin silencieux de processus automatiques ? La conscience s'enracine aussi dans le corps. Nous avons longtemps cru qu'elle était logée uniquement dans le cerveau, mais de plus en plus d'études révèlent que nos sensations viscérales, nos rythmes biologiques, nos postures influencent profondément nos états mentaux. La conscience ne serait donc pas un pur esprit détaché, mais un réseau incarné, tissé dans la chair. Et pourtant, malgré ces approches multiples, une inquiétude persiste. Que se passe-t-il quand la conscience s'éteint ? Lors d'un coma profond, lors de l'anesthésie générale, tout semble disparaître. Puis, au réveil, le monde réapparaît comme s'il avait été suspendu. Où était passée l'expérience durant ces instants d'absence ? Était-elle vraiment abolie ou seulement retirée dans une obscurité inaccessible ? Les expériences dites de mort imminente ajoutent encore au mystère. Certains patients, après un arrêt cardiaque, rapportent des souvenirs intenses, une sensation de lumière, de paix, parfois la vision de scènes extérieures qu'ils n'auraient pas pu percevoir. La science cherche des explications neurologiques, comme une hyperactivité transitoire du cerveau en manque d'oxygène. Mais l'étrangeté de ces récits continue à nourrir le doute et l'interrogation. Il existe aussi la question de la conscience animale. Sommes-nous seuls à éprouver ce sentiment intérieur ou partageons-nous cette expérience avec les autres êtres vivants ? Les études montrent que de nombreux animaux possèdent des formes de cognition complexes. Les corbeaux qui se reconnaissent dans un miroir, les dauphins qui semblent jouer avec des règles implicites, les éléphants qui manifestent des signes de deuil. Tout cela suggère une palette de consciences différentes, peut-être plus riche et diverse que nous ne l'imaginons.
La conscience reste insaisissable parce qu'elle ne se laisse pas enfermer dans un cadre unique. Elle est à la fois biologique et phénoménologique, neuronale et existentielle, mesurable par certains biais, mais toujours échappant à la mesure complète. Elle est cette énigme derrière les yeux ouverts, ce murmure qui accompagne chaque instant vécu. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant dans cette opacité. Nous pouvons sonder les galaxies à des milliards d'années-lumière, décrypter les particules les plus minuscules, mais nous ne savons toujours pas expliquer ce qui se passe dans l'expérience immédiate d'un simple instant de conscience. Ce paradoxe nous rappelle que la plus grande énigme n'est pas forcément au-dehors, dans le cosmos infini, mais au-dedans, dans le théâtre fragile de l'esprit. Et c'est là que réside peut-être la force la plus mystérieuse. La conscience est le prisme à travers lequel nous percevons tout. Sans elle, il n'y aurait ni univers, ni science, ni question à poser. Elle est à la fois l'outil et le mystère, la lumière qui éclaire et l'ombre qu'on ne peut atteindre. Avant que la Terre ne se couvre d'océans et de forêts, avant que les créatures ne rampent sur les rivages, il y eut un silence d'une profondeur inouïe. Une planète nue, bombardée par des météorites, secouée par des volcans, baignée d'une atmosphère étouffante où l'oxygène manquait presque totalement. C'était une terre hostile, faite de pierres brûlantes, de mers de lave et de vapeurs toxiques. Et pourtant, quelque part dans ce décor brutal, la vie a surgi. Nul ne sait précisément quand. Les fossiles les plus anciens témoignent de traces de bactéries vieilles de 3,5 milliards d'années. Peut-être plus. Mais la vie, pour exister déjà sous cette forme, devait avoir commencé bien avant. Elle s'était déjà organisée, déjà adaptée, déjà enracinée dans les océans. L'origine, le moment exact où la matière inerte s'est métamorphosée en organisme, demeure caché dans l'ombre des temps. Ce passage est l'un des plus mystérieux de toute l'histoire cosmique. Comment des molécules simples, eau, méthane, ammoniac, gaz carbonique, ont-elles pu s'assembler en structures capables de se répliquer, de se réparer, de se transformer? Comment l'inanimé est-il devenu animé? Depuis plus d'un siècle, les scientifiques tentent de remonter ce chemin. Dans les années 1950, une expérience célèbre menée par Stanley Miller et Harold Urey fit jaillir une étincelle dans un mélange de gaz censé reproduire l'atmosphère primitive. Quelques jours plus tard, le liquide contenait des acides aminés, les briques essentielles des protéines. Ce fut une découverte saisissante. La chimie de la vie pouvait naître spontanément, sous des conditions plausibles de la Terre primitive. Pourtant, entre les acides aminés et une cellule vivante, il reste un gouffre immense. Car la vie n'est pas seulement une collection de molécules, elle est organisation, reproduction, mémoire. Elle sait se transmettre, se corriger, évoluer. D'où vient cette capacité ? Certains chercheurs pensent même que l'ARN, une molécule cousine de l'ADN, aurait été la première à émerger. Plus simple et plus fragile que l'ADN, l'ARN peut pourtant stocker de l'information et catalyser des réactions chimiques. Selon cette hypothèse, dite « monde à ARN », la vie aurait commencé par des brins d'ARN capables de se copier eux-mêmes, avant que la machinerie plus stable de l'ADN et des protéines ne prenne le relais. Mais comment ces premiers brins sont-ils apparus ? Là encore, la question reste ouverte. D'autres imaginent que la vie a pu naître au fond des océans, dans les cheminées hydrothermales qui crachent chaleur et minéraux. Là, des poches d'énergie, de chaleur et de chimie complexes auraient pu fournir un berceau aux premières non-réactions auto-organisées. Ces sources, tapissées de structures poreuses, auraient pu servir de matrices naturelles où les molécules se concentraient et interagissaient jusqu'à former des systèmes de plus en plus complexes. Certains, plus audacieux encore, évoquent la possibilité que la vie ne soit pas née sur Terre. Peut-être est-elle venue d'ailleurs, portée par une comète ou une météorite. Cette hypothèse, appelée « panspermie », ne fait que repousser la question. Si la vie a commencé ailleurs, comment a-t-elle commencé là-bas ? Mais elle rappelle que l'univers est riche en chimie. On a trouvé des acides aminés dans les nuages interstellaires, sur des météorites, dans les comètes. Peut-être que les briques de la vie circulent librement dans le cosmos, attendant un monde propice pour s'assembler. Quoi qu'il en soit, l'origine de la vie reste enveloppée dans un brouillard temporel. Les indices fossiles les plus anciens sont ambigus. Les roches de cette époque sont rares, souvent transformées par des milliards d'années de pression et de chaleur. Les traces s'effacent, les preuves se brouillent. Le premier souffle de la vie demeure un secret bien gardé. Au-delà de la chimie, cette question soulève une inquiétude plus vaste. La vie est-elle une exception rare, un miracle fragile sur une planète isolée,
ou bien une conséquence naturelle, presque inévitable des lois de l'univers? Si elle est rarement, alors nous serions peut-être seuls, perdus dans un cosmos immense et indifférent. Si elle est fréquente, alors d'autres mondes doivent être peuplés, et l'univers résonne peut-être de vies multiples, chacune différente de la nôtre. La Terre offre un indice troublant. La vie est apparue relativement tôt dans son histoire. À peine quelques centaines de millions d'années après la formation des océans, elle était déjà présente. Cela suggère qu'elle n'est pas impossible, qu'elle surgit peut-être rapidement dès que les conditions sont réunies. Mais ce n'est qu'un exemple, et il est dangereux de tirer une loi universelle d'un seul cas. Il est fascinant de songer que nous portons encore en nous les traces de ces origines obscures. Chaque cellule de notre corps est l'héritière de cette première cellule primitive. Chaque ADN est un manuscrit copié sans interruption depuis ce moment initial. En nous, le silence avant le premier souffle résonne encore, sous forme d'une mémoire chimique qui a traversé des milliards d'années. La question de l'origine de la vie est insaisissable, parce qu'elle touche aux frontières mêmes de ce que nous appelons science. Elle n'était pas seulement un problème de laboratoire, mais une méditation sur la continuité entre l'inerte et le vivant. Nous savons expliquer les étoiles, les planètes, les galaxies. Mais expliquer comment une molécule s'éveille, comment elle acquiert cette fragile étincelle que nous appelons vie, demeure une énigme presque métaphysique. Peut-être ne trouverons-nous jamais de réponse définitive, peut-être que l'origine est perdue à jamais, effacée par le passage du temps. Ou peut-être qu'un jour, dans un laboratoire silencieux, une étincelle de chimie recréera le miracle, et qu'un fragment de matière, sous nos yeux, commencera à se copier, à se transformer, à vivre. Ce jour-là, nous aurons approché le secret le plus ancien, celui du premier souffle, celui qui a transformé la Terre en un monde habité. Un soir de l'été 1950, au laboratoire de Los Alamos, un physicien du nom d'Enrico Fermi partageait un déjeuner avec ses collègues. La conversation dériva vers les ovnis, les voyages interstellaires, les probabilités d'une vie ailleurs. Et soudain Fermi posa une question simple, presque naïve. Mais où sont-ils ? Ce fut le début d'un paradoxe qui, depuis, n'a cessé de hanter la pensée scientifique. L'univers est vaste, au-delà de toute imagination. Il contient des centaines de milliards de galaxies, chacune peuplée de centaines de milliards d'étoiles. Autour de beaucoup d'entre elles gravitent des planètes. Les chiffres sont vertigineux. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime qu'il existe des dizaines de milliards de mondes potentiellement habitables. Statistiquement, il paraît presque impossible que la vie n'ait pas émergé ailleurs. Et pourtant, malgré nos télescopes, nos radiotélescopes, nos sondes, le ciel reste muet. Aucun signal, aucune preuve. C'est ce silence qui constitue le paradoxe de Fermi. Car si la vie est donc commune, certaines civilisations devraient être plus anciennes que la nôtre. Certaines auraient pu apparaître des millions, voire des milliards d'années avant l'humanité. Elles auraient eu le temps de se développer, de voyager, de coloniser leur galaxie. Même à une vitesse bien inférieure à celle de la lumière, une civilisation pourrait, en théorie, s'étendre à l'échelle de la Voie lactée en quelques dizaines de millions d'années, une durée dérisoire comparée à l'âge de l'univers. Alors pourquoi ce vide ? Pourquoi aucune trace ? De nombreuses hypothèses ont été proposées, et chacune révèle autant notre imagination que notre ignorance. La première est celle de la rareté. Peut-être que la vie est un miracle fragile, né une seule fois, ou si rarement que la Terre serait une exception improbable. La biologie telle que nous la connaissons demande une combinaison délicate de conditions. Eau liquide, éléments chimiques, stabilité planétaire. Si l'un de ces facteurs est plus rare que nous ne l'imaginons, alors peut-être que nous sommes effectivement seuls dans cette immensité. L'idée est vertigineuse, mais elle offre une explication simple. Le silence est le signe de notre isolement. Une autre hypothèse, tout aussi troublante, est que la vie pourrait être fréquente, mais que l'intelligence soit rare. Les bactéries, les algues, les organismes simples pourraient pulluler dans l'univers, mais l'évolution vers des créatures capables de construire des télescopes ou des fusées serait une exception. Sur Terre, il a fallu près de 4 milliards d'années pour que l'intelligence humaine apparaisse. Peut-être que la plupart des mondes restent figés dans des formes de vie élémentaires, incapables de lever les yeux vers les étoiles. Mais il existe aussi une possibilité plus sombre. Peut-être que les civilisations avancées sont condamnées à disparaître avant de pouvoir se répandre. La technologie qui permet le progrès contient aussi les germes de l'autodestruction. Guerre, effondrement, crises écologiques. Peut-être que chaque civilisation franchit un seuil critique où elle s'éteint d'elle-même.
Ce serait la grande barrière, un mur invisible que peu ou aucun ne réussiraient à franchir. Si tel était le cas, alors notre silence cosmique n'est qu'un reflet de cette fragilité universelle. Certains vont plus loin encore. Peut-être que les civilisations existent bel et bien, mais qu'elles choisissent de se taire. Elles pourraient en pratiquer une forme de prudence cosmique, rester invisibles pour éviter d'attirer l'attention de puissances hostiles. Dans cette perspective, l'univers serait peuplé d'intelligences qui s'observent en silence, chacune dissimulée dans l'ombre, craignant les dangers d'un contact. Nous serions comme un enfant, criant dans une forêt obscure, ignorant les regards invisibles qui se posent sur lui. D'autres hypothèses relèvent presque de la science-fiction, mais elles traduisent de quoi notre perplexité. Peut-être que les extraterrestres existent, mais qu'ils sont si différents de nous que nous ne savons pas les reconnaître. Leur biologie, leur technologie, leur façon d'exister pourraient être incompréhensibles à nos sens. Nous cherchons des signaux radio, des vaisseaux métalliques, des formes qui nous ressemblent. Mais peut-être que la vie ailleurs ne parle pas notre langage, ne laisse pas de traces que nous puissions lire. Il y a aussi l'idée que nous vivons dans une forme de réserve cosmique. Certains théoriciens imaginent que les civilisations avancées choisiraient de ne pas interférer avec les espèces primitives, les laissant évoluer à leur rythme, comme des chercheurs observant un écosystème fragile sans le perturber. Dans ce cas, le silence serait intentionnel, une règle invisible imposée par d'autres. Mais le paradoxe de Fermi n'est pas seulement une énigme scientifique, il est un miroir de notre propre condition. En nous demandant pourquoi nous n'entendons pas d'autres voix dans l'univers, nous posons aussi la question de notre place, de notre avenir. Sommes-nous un commencement ou une exception? Une promesse ou une impasse? La recherche continue, obstinée. Les radiotélescopes écoutent le ciel depuis des décennies, à la recherche d'un signal artificiel, d'une structure dans le bruit cosmique. Des projets comme SETI scruteront des millions d'étoiles. De nouvelles missions spatiales explorent les exoplanètes, ces mondes lointains qui gravitent dans la zone habitable de leur étoile. Chaque découverte d'une planète semblable à la Terre nourrit l'espoir que nous ne sommes pas seuls, mais l'espoir demeure suspendu à l'attente. Le paradoxe de Fermi reste un silence, mais c'est un silence qui parle. Il révèle l'abîme entre les probabilités et les preuves, entre l'immensité des possibles et la ténacité du réel. Il nous dit que l'univers peut être peuplé de mondes, et pourtant pour nous, il demeure une solitude. Dans ce silence, nous projetons nos peurs et nos désirs. Certains y voient une promesse, celle de futurs contacts, d'autres y entendent un avertissement, celui de notre propre fragilité. Entre l'ivresse de l'immensité et l'angoisse de l'absence, le paradoxe de Fermi nous invite à contempler non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes, des êtres qui cherchent une réponse dans le noir, guettant une voie qui peut-être ne viendra jamais. Dans les profondeurs du cosmos, il existe des régions où l'espace et le temps eux-mêmes s'effondrent, des lieux où la gravité est si intense qu'aucune lumière ne peut s'en échapper. Ce sont les trous noirs, des abîmes invisibles tapis dans l'obscurité et pourtant capables de gouverner les mouvements d'étoiles entières. Un trou noir naît de la mort d'une étoile massive. Lorsque son cœur a brûlé tout son combustible, la fusion nucléaire cesse de repousser la gravité. Alors l'étoile s'effondre sur elle-même. Si sa masse est suffisante, rien ne peut arrêter cet effondrement. La matière essaie de comprimer dans un point de densité infinie, une singularité. Autour de ce point s'étend une frontière, l'horizon des événements. Une limite que rien ne franchit en sens inverse. Tout ce qui la traverse est perdu pour toujours. Cette image est à la fois simple et déconcertante. Un trou noir n'est pas un objet au sens ordinaire. C'est une région de l'espace où les règles de la physique s'entremêlent et se brisent. Pour un observateur lointain, la matière qui tombe dans un trou noir semble se figer à l'horizon, ralentie par la dilatation du temps. Mais pour celui qui chute, le passage est bref, irréversible, sans retour. Deux visions contradictoires, mais toutes deux vraies, selon la relativité générale. Les trous noirs ne sont pas rares. Notre galaxie en abrite probablement des millions. Certains naissent de la mort d'étoiles massives. D'autres, plus colossaux encore, trônent au centre des galaxies. On les appelle supermassifs. Leur masse équivaut à des millions, parfois des milliards de soleils. Le centre de la Voie lactée lui-même cache un de ces monstres, Sagittarius AA, dont la présence est révélée par la danse des étoiles autour de lui. Invisibles par essence, les trous noirs ne trahissent leur existence que par les effets qu'ils imposent. La courbure de l'espace, la vitesse des orbites,
les jets de matière expulsés aux confins des galaxies. L'image que nous avons d'eux est encore plus étrange que la fiction. En 2019, pour la première fois, l'humanité a pu contempler l'ombre d'un trou noir. Le télescope Event Horizon, un réseau planétaire d'antennes radio, a révélé le contour sombre du monstre au centre de la galaxie M87. Ce n'était pas une photographie au sens habituel, mais une reconstruction de données, un cercle d'ombre entouré d'un anneau lumineux. L'ombre elle-même n'était pas le trou noir, mais l'empreinte qu'il laisse sur la lumière environnante, un vide sculptant la clarté. Les trous noirs posent une question vertigineuse. Que se passe-t-il au cœur de la singularité ? Selon la relativité générale, la densité y devient infinie et les lois connues cessent entre eux de fonctionner. C'est un point où la science s'arrête, où nos équations se brisent. La physique quantique, de son côté, ne peut pas encore dire ce qui s'y déroule. Réunir ces deux visions, relativité et mécanique quantique, reste l'un des grands défis de la science moderne. L'énigme ne s'arrête pas là. Dans les années 1970, Stephen Hawking révéla une idée troublante. Les trous noirs ne seraient pas totalement noirs. Selon la mécanique quantique, ils émettraient un rayonnement faible, aujourd'hui appelé rayonnement de Hawking. Cela signifie qu'un trou noir, avec le temps, pourrait s'évaporer, disparaître lentement en émettant de l'énergie. Mais ce processus soulève une question plus profonde encore. Que devient l'information contenue dans ce qui tombe dans un trou noir ? Est-elle perdue à jamais, effacée du tissu de l'univers ? Ou bien survit-elle d'une manière que nous ne comprenons pas encore ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information, une énigme qui divise encore les physiciens. Car dans notre conception du monde, l'information ne peut pas disparaître complètement. Chaque interaction, chaque transformation laisse une trace. Si un trou noir efface l'information, alors les fondations même de la physique doivent être repensées. Mais si elle survit, comment et où se cache-t-elle ? Dans des fluctuations à l'horizon ? Dans une forme encore inconnue d'espace-temps ? Les théories les plus audacieuses suggèrent que les trous noirs pourraient en être des passerelles vers d'autres régions de l'univers, ou même vers d'autres univers. Ce ne sont encore que des spéculations, mais elles traduisent de notre désarroi face à ces abîmes. La notion même d'horizon des événements nourrit l'imaginaire. Il est cette limite absolue, ce seuil que nul ne franchit impunément. Pour l'observateur extérieur, un corps en chute semble ralentir à mesure qu'il s'approche de l'horizon, son image s'étirant et s'éteignant dans le rouge. Pour celui qui tombe, en revanche, il traverse sans rien remarquer de particulier jusqu'à être happé vers la singularité. Ces deux perspectives, incompatibles en apparence, coexistent dans la relativité. Elles rappellent que l'univers n'obéit pas à l'intuition humaine, mais à des lois plus profondes, parfois dérangeantes. Autour des trous noirs supermassifs, des phénomènes d'une violence inouïe se produisent. Lorsque du gaz ou des étoiles s'en approchent, ils sont arrachés, étirés, chauffés jusqu'à des millions de degrés. Une partie de cette matière disparaît dans l'horizon, mais une autre est projetée en jets colossaux, filant à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets traversent parfois des centaines de milliers d'années-lumière, influençant la formation des galaxies, sculptant la structure même du cosmos. Les trous noirs, loin d'être de simples gouffres stériles, sont aussi des acteurs cosmiques, capables de modeler l'évolution de l'univers. Il existe même des scénarios plus étranges encore, les trous noirs primordiaux. Selon certaines hypothèses, juste après le Big Bang, des fluctuations de densité extrême auraient pu donner naissance à de minuscules trous noirs, certains plus petits qu'un atome. Ces reliques hypothétiques, si elles existent, erreraient encore dans l'univers. Certains physiciens les soupçonnent même d'être liés à la matière sombre, cette autre énigme qui nous échappe. Mais aucune preuve ne confirme encore leur présence. Leur nature insaisissable nourrit un vertige particulier. Nous savons que les trous noirs existent. Nous avons mesuré leur influence, capté leur ombre, détecté les ondes gravitationnelles issues de leur fusion. Et pourtant, ils demeurent des territoires interdits, des lieux où nos lois cessent de fonctionner, des frontières de l'inconnaissable au cœur même du réel. Il y a une poésie obscure dans cette idée. Au centre de chaque galaxie se trouve un gouffre. Nous vivons dans un univers où les structures les plus majestueuses, galaxies entières, amas gigantesques, sont gouvernées par des absences, par des abîmes. L'invisible, encore une fois, gouverne le visible. Les trous noirs nous rappellent que la connaissance elle-même a des limites, que dans les coins les plus sombres de l'univers, il existe des régions où nos équations ne suffisent de plus.
Ils sont des rappels silencieux de notre ignorance, mais aussi des promesses. Quelque part au-delà de ce que nous comprenons, se cache une vérité plus vaste. Chaque instant nous échappe, glissant hors de notre portée comme du sable entre les doigts. Nous vivons dans le flux du temps, emportés de la naissance à la mort, du passé vers l'avenir. Cette direction semble naturelle, presque évidente. On se souvient d'hier, jamais de demain. Le verre brisé ne se répare pas tout seul, la fumée qui s'élève ne redescend jamais dans la flamme. Pourtant, derrière cette évidence se cache une énigme vertigineuse. Pourquoi le temps s'écoule-t-il dans un seul sens ? Pourquoi existe-t-il une flèche du temps ? Les lois fondamentales de la physique, elles, ne connaissent-elles pas cette asymétrie ? Qu'il s'agisse des équations de Newton, de la relativité d'Einstein ou même de la mécanique quantique, toutes décrivent un monde réversible. Si l'on inversait la direction du temps dans ces équations, les processus seraient tout aussi valides. Rien dans les mathématiques du réel n'impose que le futur diffère du passé. Et pourtant, dans notre expérience, le futur s'ouvre comme une route inévitable, tandis que le passé reste figé derrière nous. La réponse la plus souvent évoquée repose sur la notion d'entropie. En thermodynamique, l'entropie mesure le désordre, ou plus précisément, le nombre de façons possibles d'organiser un système. Un état ordonné, comme un verre intact, est improbable car il correspond à peu de configurations. Un état désordonné, comme des éclats éparpillés, est beaucoup plus probable car les combinaisons sont innombrables. Ainsi, selon la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie tend toujours à croître. Le temps, dit-on, suit cette pente irréversible. Il s'écoule du moins probable vers le plus probable, de l'ordre vers le désordre. Mais cette explication soulève à son tour une question. Si le temps suit l'entropie, pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état d'entropie si basse, si extraordinairement ordonné, car le Big Bang n'était pas un chaos désordonné, mais au contraire une configuration d'une régularité presque parfaite. Pourquoi le cosmos est-il parti de cet état improbable pour ensuite évoluer vers le désordre ? C'est ce paradoxe qui alimente encore aujourd'hui les débats. Certains physiciens avancent que l'entropie n'est pas la seule clé. Peut-être que la flèche du temps résulte aussi de notre perception, liée à la conscience. Nous sommes des êtres dotés de mémoire, capables de conserver des traces du passé mais pas de l'avenir. Cette asymétrie cognitive pourrait donner l'illusion que le temps s'écoule dans un sens. Mais si tel était le cas, le temps n'aurait pas en lui-même de direction. Seule notre expérience imposerait cette flèche. D'autres théories évoquent le rôle du cosmos dans son ensemble. L'expansion de l'univers, cette dilatation ininterrompue de l'espace, pourrait être liée à l'écoulement du temps. Tant que le cosmos se dilate, la flèche est tracée vers l'avant. Mais si un jour l'univers devait se contracter, le temps pourrait-il alors s'inverser ? Une telle idée reste spéculative, mais elle illustre la difficulté de comprendre la véritable nature de cette asymétrie. Il existe aussi une dimension plus intime. Nous vivons le temps comme une succession d'instants qui naissent et meurent. Mais pour certains physiciens, comme Einstein, passé, présent et futur coexistent déjà dans un bloc d'univers. Dans cette vision, le temps n'est pas un fleuve qui s'écoule, mais une dimension figée, semblable à l'espace. Le passé n'est pas détruit, le futur existe déjà, et nous ne faisons que parcourir cette dimension. Si tel était le cas, alors la flèche du temps serait une illusion créée par notre conscience, incapable de percevoir le tout simultanément. La mécanique quantique ajoute une autre couche d'étrangeté. Dans ce domaine, les phénomènes semblent indéterminés, soumis au hasard des probabilités. Lorsqu'une particule est mesurée, son état se fixe. Mais avant cette mesure, elle se trouve dans une superposition d'états possibles. Certains chercheurs ont suggéré que ce passage de l'indéterminé au déterminé pourrait être lié à la flèche du temps. Chaque observation tracerait une marque, transformant l'avenir incertain en passé figé. Pourtant, même dans ce cadre, le mystère demeure. Car la mécanique quantique elle-même, dans ses équations fondamentales, reste réversible. Ce n'est que l'acte de mesure, cette transition encore mal comprise, qui introduit une direction. Et là encore, nous sommes confrontés à l'énigme de notre propre expérience. Est-ce le monde qui s'écoule ou notre conscience qui le perçoit comme tel ? Les philosophes s'interrogent depuis toujours sur cette fuite. Saint Augustin avouait déjà son désarroi. « Si personne ne me le demande, je sais ce qu'est le temps. Mais si on me le demande, je ne sais plus. » Nous vivons immergés dans ce flux, mais dès que nous essayons de le définir, il se dérobe. La flèche du temps est aussi un sujet de spéculation cosmologique. Dans certains modèles, l'univers ne serait pas unique.
D'autres, univers jumeaux, pourraient exister, chacun avec sa propre flèche temporelle, peut-être orientée en sens inverse. Dans l'un, les galaxies s'éloigneraient, dans l'autre, elles convergeraient. Si un tel miroir existe, alors le temps que nous connaissons ne serait qu'une version particulière d'une réalité plus vaste. Cette question dépasse la science pour toucher à l'existence même. Nous vieillissons, nous voyons les saisons passer, nous savons que chaque instant est perdu pour toujours. Ce caractère irréversible du temps est aussi une blessure, une mélancolie fondamentale. Le temps nous façonne autant qu'il nous détruit. Dans sa flèche se trouve inscrite la fin de toute chose. Pourtant, il y a aussi une beauté dans cette fuite. C'est parce que le temps est irréversible que nous accordons de la valeur à ce qui est fragile. Si les instants pouvaient en revenir, s'ils n'étaient pas uniques, ils perdraient par leur intensité. Le temps, en s'écoulant, donne un poids à nos vies, une profondeur à nos souvenirs. Et pourtant, la question scientifique demeure entière. Qu'est-ce qui impose au cosmos cette asymétrie ? Pourquoi l'univers ne se déroule-t-il pas en sens inverse ou dans les deux directions à la fois ? Chaque tentative de réponse ouvre de nouvelles énigmes. La flèche du temps reste une blessure ouverte dans le tissu de nos équations, une marque d'ignorance que nous ne savons combler. Le silence du temps est l'un des plus mystérieux. Nous le vivons sans cesse, mais nous ne savons pas pourquoi il existe ainsi. Nous avançons dans ce fleuve sans en voir la source ni l'embouchure, et chaque instant qui passe nous rappelle l'étrangeté de cette direction. Le temps, que nous croyons connaître intimement, demeure un étranger. L'univers s'étend, et dans cette expansion se cache déjà la promesse de sa fin. Depuis le Big Bang, il ne cesse de croître, de dilater ses horizons, de repousser ses galaxies plus loin dans l'obscurité. Mais aucune expansion ne peut durer éternellement sans conséquence. La question se pose implacable. Quel sera le destin ultime du cosmos ? Sa mort viendra-t-elle sous la forme d'un feu infini, d'un froid éternel ou d'un destin encore inconcevable ? Les cosmologistes évoquent donc plusieurs scénarios, chacun porteur d'une vision troublante. Le plus souvent, ils parlent de la mort thermique. Dans cette hypothèse, l'univers continue de s'étendre indéfiniment. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse croissante, alimentées par l'énergie sombre. Les étoiles, une à une, s'éteignent. Les réservoirs de gaz qui nourrissent les nouvelles générations stellaires s'épuisent. Lentement, le ciel se vide. Les derniers soleils brûlent jusqu'à devenir des naines noires glacées. Les trous noirs eux-mêmes, après des milliards d'années, finissent par s'évaporer dans un souffle ténu de rayonnement de Hawking. Et alors, il ne reste plus que des particules éparses, perdues dans un espace sans fin. C'est le Big Freeze, une mort par gel et silence. Ce destin glacé repose sur l'idée que l'énergie sombre continuera de dominer. Si elle persiste à repousser les galaxies, l'univers n'aura jamais de retour en arrière. Il se dilatera jusqu'à atteindre un état d'équilibre mortel, un espace froid, uniforme, privé de toute structure. L'entropie atteindra son maximum et plus aucun événement ne pourra survenir, un éternel présent figé dans l'inactivité. Mais d'autres scénarios existent. L'un d'eux est le Big Crunch. Dans ce modèle, l'expansion n'est pas éternelle. Peut-être qu'un jour, la gravité surpassera la force de l'expansion, rappelant les galaxies les unes vers les autres. Alors, tout se contracterait. Le cosmos, après avoir grandi, se replierait sur lui-même. Les étoiles s'approcheraient, les galaxies fusionneraient, les températures grimperaient, l'univers entier finirait par s'effondrer dans un brasier final, un retour au feu primordial. Une fin incandescente, miroir inversé du Big Bang. Ce scénario conserve une certaine poésie, une oscillation cosmique, un cycle éternel de naissance et de mort. Mais les mesurements récentes de l'énergie sombre suggèrent que ce destin est peu probable. L'expansion semble s'accélérer, non ralentir. L'idée d'un univers qui se referme sur lui-même paraît s'éloigner. Un autre destin, encore plus étrange, est celui du Big Rip, la grande déchirure. Ici, l'énergie sombre ne se contente pas de pousser les galaxies. Sa force augmenterait au fil du temps jusqu'à devenir irrésistible. Dans ce futur, les galaxies s'éloigneraient si vite que la lumière ne pourrait plus jamais voyager d'un monde à l'autre. Puis, l'accélération deviendrait telle qu'elle déchirerait les galaxies elles-mêmes, séparant les étoiles, puis brisant les systèmes planétaires. À mesure que le temps avancerait, les forces s'intensifieraient jusqu'à arracher les planètes à leurs orbites, jusqu'à déchirer les atomes, jusqu'à rompre l'espace-temps. Dans les derniers instants, même les particules élémentaires se désagrégeraient. Ce serait une fin absolue, une dissolution totale de toute structure.
Mais peut-être existe-t-il encore d'autres fins, moins prévisibles. Certains théoriciens évoquent le Big Bounce, le grand rebond. Dans cette vision, l'univers pourrait alterner entre phases d'expansion et de contraction. Après un Big Crunch, une nouvelle expansion naîtrait, un autre Big Bang surgirait. L'histoire cosmique serait alors un cycle sans fin, une respiration de l'univers. Cette hypothèse est séduisante, mais elle reste spéculative, sans preuve tangible. D'autres encore imaginent une mort plus subtile, le Big Slurp. Selon cette hypothèse, le vide quantique que nous connaissons pourrait n'être qu'un état métastable, une illusion temporaire. À tout moment, une fluctuation pourrait faire apparaître une bulle de vide vraie, plus stable. Cette bulle s'étendrait à la vitesse de la lumière, effaçant tout sur son passage, redéfinissant les lois de la physique elle-même. Si tel est le cas, la fin de l'univers pourrait déjà être en marche mais invisible, voyageant vers nous dans le silence du vide. Une fin soudaine, indolore mais totale. Ces visions contrastées rappellent une chose essentielle. Nous ne savons pas encore quel est le destin du cosmos. Les observations actuelles pointent vers une expansion accélérée, donc vers le scénario du froid éternel. Mais nos mesures sont jeunes, à peine un instant comparé aux âges cosmiques. Il se peut que ce que nous appelons énergie sombre ne soit pas constant, qu'il évolue, qu'il change de nature. L'avenir demeure incertain, ouvert à des destins multiples. Philosophiquement, la mort de l'univers interroge le sens même de l'existence. Nous vivons nos vies dans l'échelle brève des années, des siècles. Imaginer des durées de milliards d'années dépasse notre compréhension. Et pourtant, c'est dans ces échelles immenses que se joue le sort ultime de tout. Savoir que même les étoiles s'éteindront un jour, que même les galaxies disparaîtront, engendre une mélancolie profonde. L'univers, si vaste, si foisonnant, porte déjà en lui sa propre disparition. Mais ce vertige est aussi une invitation, car nous sommes, pour l'instant, dans un univers encore vibrant, encore lumineux. Nous vivons au temps des étoiles, dans l'âge où la lumière brille encore. C'est une époque transitoire, brève à l'échelle cosmique, mais d'une beauté inouïe. Un âge d'or qui précède l'obscurité. La mort de l'univers est une énigme qui ne se laisse pas réduire à des équations. Elle interroge nos limites, notre rapport au temps, à la fragilité de l'existence. Elle nous rappelle que tout, même le cosmos, est voué à une fin. Mais elle ouvre aussi un horizon de contemplation. L'idée que nous vivons dans une parenthèse entre un commencement brûlant et une fin glacée, dans ce souffle fragile où la vie a pu surgir. L'eau recouvre la majeure partie de notre planète, traverse nos corps, alimente nos cellules. Nous la croyons familière, mais elle demeure une substance d'une complexité troublante. Chaque molécule est simple, formée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et pourtant réunie par milliards, elle donne naissance à des propriétés étonnantes. Tension de surface, anomalies thermiques, comportements collectifs étranges. L'eau, en dépit de sa banalité apparente, reste l'une des énigmes les plus profondes de la chimie. Parmi les mystères qui l'entourent, il en est un qui a suscité fascination et controverse, la mémoire de l'eau. L'idée selon laquelle ce liquide pourrait conserver une trace des substances qu'il a contenues, même après leur disparition complète, comme si l'eau se souvenait. Cette hypothèse a émergé dans les années 1980 à la suite d'expériences menées par le chercheur français Jacques Benveniste. Dans son laboratoire, il observa ce qui semblait être une anomalie. Des solutions extrêmement diluées d'anticorps continuaient à produire des effets biologiques, alors que, statistiquement, plus aucune molécule active ne devait être présente. Comme si l'eau, ayant été en contact avec l'anticorps, avait gardé la mémoire de sa présence. Ces résultats, publiés en 1988 dans la prestigieuse revue Nature, déclenchèrent un séisme scientifique et médiatique. Car si l'eau pouvait se souvenir, cela bouleverserait les fondements de la chimie et de la biologie. Cela offrirait, entre autres, une explication possible au mécanisme de l'homéopathie, discipline critiquée depuis longtemps pour reposer sur des dilutions si extrêmes qu'aucune molécule active ne devrait subsister. La mémoire de l'eau aurait fourni une passerelle entre ce qui était rejeté comme impossible et une réalité cachée. Mais les choses ne furent pas si simples. Après la publication, de nombreux laboratoires tentèrent de reproduire les résultats. La plupart échouèrent. Des enquêtes furent menées, des protocoles examinés. L'affaire devint un scandale scientifique. Nature elle-même accompagna l'article de Benveniste d'un commentaire sceptique et envoya une équipe d'enquêteurs dans son laboratoire.
Ils ne purent se confirmer les résultats. Benveniste fut marginalisé. Ses recherches discréditées, son nom associé à une controverse durable. Pourtant, malgré ce rejet, l'idée ne s'est jamais éteinte. Certains chercheurs, souvent à la marge, continuent d'explorer cette hypothèse. Des expériences modernes utilisent des technologies plus fines, des mesures de spectroscopie avancées, des analyses informatiques. Certains affirment détecter des variations dans la structure de l'eau selon son passé. Mais rien jusqu'ici n'a apporté une preuve irréfutable. Pourquoi alors ce sujet continue-t-il de hanter l'imaginaire scientifique et populaire ? Parce qu'il touche à un mystère plus vaste, celui de l'organisation cachée de l'eau. Nous savons que les molécules d'eau ne sont pas simplement dispersées, mais qu'elles s'associent sans cesse en réseaux éphémères, par des liaisons hydrogènes qui se créent et se brisent à une vitesse fulgurante. Ces structures cellules collectives, et fragiles et dynamiques, pourraient peut-être conserver un temps, une empreinte du passé. Non pas une mémoire au sens psychologique, mais une persistance de forme, une rémanence subtile. Certains physiciens ont proposé que l'eau puisse enregistrer des motifs vibratoires, que les molécules, au contact d'une substance, puissent adopter des configurations particulières, des oscillations collectives, qui subsisteraient même après la disparition de la molécule initiale. Cette idée flirte avec les limites de la science acceptée, mais elle nourrit une interrogation fondamentale. La matière pourrait-elle garder la trace d'événements passés, comme un écho silencieux inscrit dans sa structure ? Au-delà des débats, la mémoire de l'eau révèle quelque chose de plus profond, notre fascination pour l'invisible. Nous avons besoin de croire que ce qui disparaît laisse une trace, que rien n'est entièrement effacé. L'eau, fluide vital, devient alors un miroir de nos propres désirs de mémoire et de permanence. Car l'eau est déjà, en un sens, une mémoire. Chaque goutte qui s'évapore, qui tombe en pluie, qui ruisselle dans une rivière, transporte avec elle une histoire chimique. Elle contient des sels, des minéraux, des polluants, des signatures isotopiques qui permettent de retracer son voyage. Les glaces des pôles conservent, couche après couche, la mémoire du climat passé, des bulles d'air vieillissant de centaines de milliers d'années. Les océans eux-mêmes gardent la trace des courants, des températures, des cycles. La mémoire de l'eau, au sens métaphorique, est incontestable. Mais l'idée d'une mémoire moléculaire, d'une empreinte subtile au-delà des lois connues, reste un mystère. Elle est rejetée par la majorité de la communauté scientifique, mais elle continue de hanter les marges, parce qu'elle questionne nos certitudes. Ce mystère rappelle d'autres épisodes de l'histoire des sciences. Combien de théories, d'abord ridiculisées, furent ensuite réhabilitées ? Combien d'idées jugées impossibles se révélèrent en vraies des décennies plus tard ? L'hypothèse de la mémoire de l'eau n'est peut-être qu'une impasse, mais elle illustre le besoin constant d'interroger l'évidence, et si l'eau possédait effectivement des propriétés encore inconnues. Après tout, nous ne la comprenons pas totalement. Ses comportements anormaux définissent souvent les attentes. Pourquoi sa densité maximale se trouve-t-elle à 4 degrés Celsius ? Pourquoi ces états solides et liquides présentent-ils des transitions étranges ? Pourquoi ces structures microscopiques semblent-elles si difficiles à modéliser ? Ces anomalies les rappellent que même dans la substance la plus banale, il demeure des zones d'ombre. Il y a une poésie particulière dans cette idée, que l'eau, fluide vital, puisse être un réservoir de mémoire, que chaque goutte contienne des histoires invisibles, des empreintes du passé. Même si l'hypothèse demeure controversée, elle agit comme un symbole. Elle nous dit que la réalité pourrait être plus subtile que nos instruments, plus riche que nos équations. La mémoire de l'eau n'est peut-être pas une vérité scientifique, mais elle est un miroir de notre soif de mystère, de notre désir de croire que le monde garde trace de ce qui fut, une croyance que rien, jamais, n'est totalement perdu. Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, un théâtre invisible s'ouvre dans le silence. Des paysages surgissent, des visages apparaissent, des histoires se déroulent avec une intensité qui souvent égale, parfois dépasse celle de l'éveil. Puis, au matin, tout s'efface, ne laissant que des fragments, des bribes insaisissables. Le rêve est cette énigme qui accompagne l'humanité depuis toujours, familier et pourtant étranger, intime et pourtant impénétrable. Les civilisations anciennes voyant dans les rêves des messages venus d'ailleurs. En Égypte, on pensait qu'ils étaient des révélations divines. En Grèce, ils étaient interprétés comme des présages, des signes à décoder. Dans d'autres traditions, les rêves étaient perçus comme des voyages de l'âme, une traversée vers des mondes parallèles. Aujourd'hui, la science tente d'en donner une explication biologique,
Mais même dans ce cadre rationnel, le mystère demeure. Les neurosciences décrivent le rêve comme le produit de l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal. Durant cette phase, le cerveau est presque aussi actif que pendant l'éveil. Les yeux bougent rapidement sous les paupières closes, les muscles se paralysent, comme pour empêcher le corps de suivre les scénarios imaginés. Les régions liées aux émotions, à la mémoire et à la perception visuelle s'embrasent, tandis que les zones rationnelles, celles du jugement logique, se taisent. C'est ainsi que naissent ces récits étranges, où l'invraisemblable se mêle au vraisemblable. Pourtant, cette description mécanique n'explique pas tout. Pourquoi rêvons-nous ? À quoi sert cette activité nocturne qui occupe près d'un tiers de notre vie ? Certains chercheurs y voient une fonction de consolidation de la mémoire. Le rêve organiserait les souvenirs, trierait les expériences de la journée, renforcerait certaines connexions. D'autres suggèrent qu'il aide à réguler les émotions, permettant au cerveau d'affronter symboliquement les peurs, les désirs, les conflits. Mais il reste des aspects troublants. Pourquoi certains rêves semblent-ils contenir des vérités cachées, des intuitions que nous n'avions pas en pleine conscience ? Pourquoi des artistes, des inventeurs, des scientifiques disent-ils avoir trouvé des inspirations dans leurs rêves ? Le chimiste Auguste Kekulé affirma avoir découvert la structure en anneaux du benzène après avoir rêvé d'un serpent se mordant la queue. Paul McCartney dit avoir entendu la mélodie de Yesterday dans un rêve. Ces anecdotes ne prouvent rien, mais elles nourrissent l'idée que le rêve est plus qu'un simple tri de souvenirs. Le rêve est aussi un mystère d'identité. Lorsque nous rêvons, nous acceptons comme réel ce qui, au réveil, nous paraît absurde. Nous croyons aux mondes impossibles, aux métamorphoses, aux rencontres avec des absents. C'est comme si la conscience, libérée des contraintes logiques, explorait d'autres règles du réel. Mais qu'est-ce que cette conscience qui rêve ? Est-elle la même que celle de l'éveil ou une autre version de nous-mêmes cachée dans l'ombre ? La psychanalyse, avec Freud, a proposé une lecture symbolique. Pour lui, le rêve est la voie royale vers l'inconscient, un espace où nos désirs refoulés trouvent un déguisement. Les images oniriques, disait-il, sont des énigmes à décrypter. Mais cette interprétation, séduisante, reste controversée. La science moderne tend à la voir comme une métaphore plutôt que comme une loi. Pourtant, elle rappelle que les rêves sont profondément liés à nos émotions, à nos conflits intérieurs, à notre histoire intime. Un autre mystère réside dans les rêves lucides, ces instants où le dormeur prend conscience qu'il rêve et parfois parvient à contrôler le déroulement. Dans ces moments, l'esprit se trouve à la frontière entre deux mondes, suffisamment éveillé pour réfléchir, suffisamment endormi pour imaginer sans limite. Des chercheurs étudient aujourd'hui ce phénomène, tentant de comprendre comment la conscience peut se diviser ainsi. Mais l'expérience reste profondément déroutante. Comment expliquer que nous puissions être témoins de notre propre rêve, comme spectateurs et auteurs à la fois ? Il y a aussi les cauchemars, ces rêves qui nous confrontent à nos angoisses les plus profondes. Leur intensité émotionnelle dépasse parfois celle des expériences réelles. Ils montrent à quel point le cerveau endormi peut recréer la peur, la douleur, la détresse. Pourquoi cette cruauté nocturne ? Certains avancent qu'elle prépare l'esprit à affronter des dangers, une sorte de répétition mentale. Mais d'autres y voient parfois le reflet des fractures intimes, des blessures invisibles que la conscience diurne refoule. Le rêve n'est pas seulement une affaire individuelle. Des mythologies et des cultures entières ont accordé au rêve un rôle collectif. Certains peuples considèrent les rêves comme une réalité parallèle, aussi valable que l'éveil. Chez les aborigènes d'Australie, le temps du rêve est une dimension sacrée où se sont établies les lois du monde. Les rêves y sont des rencontres avec cet ordre originel. Ces conceptions rappellent que ce que nous appelons irréel pourrait n'être qu'une autre façon de percevoir le monde. La science, malgré ses avancées, n'a pas encore dissipé cette aura de mystère. Nous savons à peu près quand et comment nous rêvons, mais nous ignorons encore pourquoi certaines images reviennent, pourquoi certains symboles persistent, pourquoi certaines nuits sont muettes et d'autres peuplées d'univers foisonnants. Le rêve résiste aux explications complètes, comme s'il protégeait son secret. Il est troublant de penser que nous passons une grande partie de nos vies dans ces mondes imaginaires, un tiers de notre existence si l'on compte les heures de sommeil. Combien d'années passons-nous dans des univers intérieurs qui disparaissent au matin ? Combien d'histoires vécues, puis effacées ? Le rêve est une seconde vie, mais une vie fragile, sans mémoire durable. Certains philosophes ont même osé demander « Comment savons-nous que nous ne rêvons pas en ce moment même ?» Descartes évoquait déjà cette possibilité.
Le rêve et l'éveil partagent la même intensité sensorielle, la même impression de réalité. Seule la cohérence et la continuité distinguent, peut-être, nos journées de nos nuits. Mais cette frontière est plus mince qu'on ne le croit. Les rêves posent une question vertigineuse. Sont-ils seulement des illusions produites par un cerveau fatigué, ou bien des fenêtres ouvertes sur une réalité plus vaste, inaccessible autrement ? Nous n'avons pas de réponse. Mais chaque nuit, nous acceptons cette traversée. Nous confions notre esprit à ces images obscures, comme si nous savions qu'elles faisaient partie de nous. Le rêve est une énigme silencieuse, une preuve que même dans le domaine le plus intime, notre propre conscience, il reste des territoires inexplorés. Dans ce théâtre de l'invisible, nous découvrons des mondes qui n'existent que pour disparaître, des vérités qui se dissolvent à l'aube. Le rêve, fenêtre sur un autre monde, demeure à jamais entrouvert, sans jamais se laisser franchir complètement. Depuis un siècle, la physique repose sur deux piliers. D'un côté, la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps. Elle explique le mouvement des planètes, la naissance des trous noirs, l'expansion de l'univers. De l'autre, la mécanique quantique qui décrit l'infiniment petit. Les particules, les atomes, les champs invisibles où règne l'incertitude. Chacune, dans son domaine, a montré une précision inégalée. Mais entre elles s'ouvre une fracture béante, car dès que l'on tente de les réunir, elles se contredisent. Cette incompatibilité est l'un des plus grands mystères de la science moderne. Le monde n'est pas divisé. Il n'existe pas un univers pour les galaxies et un autre pour les particules. Et pourtant, nos théories le décrivent comme s'il y avait deux langages irréconciliables. Lorsque nous essayons d'appliquer la mécanique quantique à la gravité, les équations s'effondrent dans des infinis absurdes. Lorsque nous essayons de courber l'espace-temps au niveau quantique, la continuité de la relativité se brise en poussière probabiliste. Le problème devient insurmontable dans les extrêmes. Au cœur des trous noirs, par exemple, l'espace-temps est courbé à une densité infinie et la mécanique quantique ne peut être ignorée. À l'instant du Big Bang, où l'univers entier était concentré en un point minuscule, les deux théories devraient fusionner. Et pourtant, nous n'avons toujours pas de cadre cohérent pour décrire ces situations. La quête d'une gravité quantique, d'une théorie capable d'unir ces deux visions, est l'un des grands rêves de la physique. Plusieurs pistes ont été explorées. L'une des plus célèbres est la théorie des cordes. Elle imagine que les particules ne sont pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. Leurs vibrations donneraient en naissance aux différentes particules, comme des notes de musique produites par un instrument. Dans ce cadre, la gravité elle-même serait une note particulière. Le graviton, une particule hypothétique encore jamais observée. Mais la théorie des cordes exige un univers à 10 ou 11 dimensions, bien au-delà de ce que nous percevons. Elle est élégante, mais elle demeure largement spéculative. Une autre approche est la gravité quantique à boucle. Au lieu d'ajouter des dimensions, elle modifie la structure même de l'espace-temps. Dans cette vision, l'espace n'est pas continu mais granulaire, constitué de minuscules boucles d'énergie. Comme la matière est faite d'atomes, l'espace-temps serait fait de quanta indivisibles. À cette échelle, les singularités, comme celles des trous noirs, disparaîtraient. L'univers ne s'effondrerait jamais en un point infiniment dense, car la granularité empêcherait cette infinité. Mais là encore, cette théorie reste mathématique, difficile à tester par l'expérience. D'autres hypothèses évoquent les mondes holographiques. Selon certaines idées, l'univers en 3 dimensions pourrait être décrit comme une projection d'informations inscrite sur une surface bidimensionnelle, à l'image d'un hologramme. Dans ce cadre, la gravité émergerait non pas comme une force fondamentale, mais comme une conséquence de cette structure d'information. Cette approche encore jeune bouleverse notre conception même de la réalité. L'espace, le temps, la gravité ne seraient pas des éléments de base, mais des illusions collectives issues de couches plus profondes. L'enjeu n'est pas seulement théorique. Sans une gravité quantique, nous restons incapables de comprendre les instants originels de l'univers, ou le cœur des trous noirs. Nous savons calculer l'évolution des galaxies, nous savons prédire la trajectoire des particules, mais nous ignorons ce qui se passe là où tout converge. Comme si l'univers protégeait ses secrets en nous forçant à choisir une moitié de vérité. Cette fracture a aussi une portée philosophique. Elle nous rappelle que nos théories ne sont pas le réel, mais des descriptions partielles. Nous avons bâti 2 langages puissants, mais incomplets. L'un parle de continuité, l'autre de discontinuité. L'un décrit un univers déterministe, l'autre un monde probabiliste. Ces visions coexistent
sans se rejoindre, comme deux cartes imparfaites d'un même territoire. Certains physiciens soupçonnent que la clé viendra d'un changement de perspective radical, que la gravité, loin d'être une force fondamentale, serait un phénomène émergent, une conséquence des interactions quantiques de l'espace-temps. D'autres pensent que c'est la mécanique quantique elle-même qui doit être révisée, qu'elle n'est qu'une approximation d'un cadre plus vaste. Peut-être que la véritable théorie sera si différente de nos intuitions que nous ne pouvons même pas encore l'imaginer. L'échec de la réconciliation est aussi une source de vertige existentiel. Nous vivons dans un monde où les règles changent selon l'échelle, comme si le cosmos portait deux visages, l'un majestueux, courbé, ordonné, l'autre incertain, fluctuant, fragmenté. Ces visages ne s'alignent pas, et nous sommes condamnés à naviguer entre eux sans savoir lequel est le plus vrai. Mais il y a aussi une beauté dans cette fracture. Elle rappelle que la réalité excède nos théories, qu'elle résiste à nos équations. L'univers garde ses zones d'ombre, et c'est peut-être dans ces failles que naissent les découvertes les plus profondes. La gravité quantique, loin d'être un simple problème technique, est un rappel que notre savoir est encore jeune. Nous avons compris des fragments, mais pas le tout. Nous savons décrire les étoiles, mais pas le vide qui les porte. Nous savons explorer l'atome, mais pas l'espace-temps qui l'entoure. Entre ces deux mondes, une fracture persiste, et dans cette fracture réside l'un des mystères les plus silencieux. Dans l'invisible architecture du cosmos, certaines particules passent à travers nous en silence, à chaque instant, par milliards. Elles traversent notre corps, nos maisons, la Terre entière, comme si nous n'existions pas. Ce sont les neutrinos, parfois surnommés particules fantômes, messagers insaisissables venus du cœur des étoiles et des tréfonds de l'univers. Leur existence, prédite par la théorie et confirmée par l'expérience, demeure pourtant entourée d'un mystère presque opaque. Tout commence dans les années 1930. Les physiciens observent un phénomène étrange. Lors de la désintégration radioactive, une partie de l'énergie semble disparaître. La loi de conservation de l'énergie, principe fondamental de la physique, semble violée. Pour sauver cette loi sacrée, Wolfgang Pauli propose une hypothèse audacieuse. Il doit exister une particule invisible, dépourvue de charge électrique, presque sans masse, qui emporte cette énergie manquante. Pauli lui-même doute de son idée, qu'il appelle une solution scientifique, une solution désespérée. Et pourtant, cette particule hypothétique deviendra l'un des plus grands mystères du monde subatomique. On la nommera neutrino, le petit neutre. Pendant des décennies, elle reste une hypothèse mathématique, trop insaisissable pour être observée directement, car le neutrino traverse la matière sans presque jamais interagir. Imaginez un mur de plomb épais d'une année-lumière. Un neutrino pourrait le traverser sans être arrêté. Détecter ces fantômes est donc une tâche presque impossible. Ce n'est qu'en 1956 que Clyde Cowan et Frederick Wren parviennent à confirmer leur existence. À proximité d'un réacteur nucléaire qui produit d'immenses quantités de neutrinos, ils installent un dispositif massif d'eau et de détecteurs. Après des années de patience, un signal apparaît, les neutrinos existent vraiment. Wren recevra le prix Nobel pour cette découverte, preuve que la matière recèle encore des acteurs invisibles. Depuis, nous savons que les neutrinos sont partout. Chaque seconde, des milliards d'entre eux nous traversent, émis par le Soleil, par les réacteurs, par les collisions de rayons cosmiques. Leur abondance est immense. L'univers en contient davantage que toutes les particules visibles réunies, à l'exception des photons. Et pourtant, leur nature demeure insaisissable. L'un des mystères les plus troublants est celui de leur masse. Longtemps, on a pensé que les neutrinos étaient totalement dépourvus de masse, voyageant à la vitesse de la lumière. Mais à la fin du XXe siècle, une découverte bouleverse cette certitude. Les neutrinos oscillent, cela signifie qu'ils changent d'identité en chemin, passant d'un glucotan à un autre, électron, muon ou tau. Cette oscillation implique nécessairement qu'ils possèdent une masse aussi minuscule soit-elle. Mais combien exactement ? Nous l'ignorons encore. Même les expériences les plus précises ne donnent qu'une limite supérieure, pas une valeur exacte. Cette masse infime pourrait pourtant jouer un rôle cosmique. Les neutrinos, par leur abondance, influencent la formation des grandes structures de l'univers. Leur présence a laissé une empreinte dans le rayonnement fossile du Big Bang. Ils sont des acteurs invisibles de l'histoire cosmique, contribuant à sculpter la toile des galaxies. Mais leurs propriétés suscitent d'autres questions vertigineuses.
Les neutrinos sont-ils leurs propres antiparticules? Certaines particules existent en version miroir, matière et antimatière. Lorsqu'elles se rencontrent, elles s'annihilent. Mais peut-être que les neutrinos n'ont pas de double, qu'ils sont à la fois eux-mêmes et leur reflet. Si tel est le cas, cela bouleverserait notre compréhension des symétries fondamentales. Cette question touche à un mystère encore plus grand. Pourquoi l'univers est-il fait de matière? Lors du Big Bang, matière et antimatière auraient sans dû être créées en quantité égale, s'annihilant aussitôt. Pourtant, nous vivons dans un cosmos dominé par la matière. Où est passée l'antimatière? Les neutrinos pourraient en détenir une partie de la réponse. Leurs comportements étranges, leurs oscillations, leurs éventuelles asymétries pourraient en expliquer pourquoi la matière a survécu, offrant ainsi la possibilité de galaxies, d'étoiles et finalement de vie. Pour sonder ces fantômes, les scientifiques déconstruisent en construisant des détecteurs monumentaux. Dans les montagnes, dans les mines profondes, sous des kilomètres de glace, on installe des réservoirs d'eau pure ou de glace polaire, équipés de capteurs ultrasensibles. L'observatoire Super Kamiokande au Japon est un cylindre rempli de 50 000 tonnes d'eau, surveillé par 11 000 détecteurs. En Antarctique, l'expérience IceCube utilise 1 km3 de glace comme instrument, captant les lueurs ténues produites lorsqu'un neutrino interagit, rarement, avec un atome. Ces installations titanesques traquent l'invisible, guettant un éclair fugitif dans l'obscurité. Les neutrinos qui viennent du Soleil, produits par la fusion nucléaire, nous racontent l'intérieur de notre étoile. Ceux qui proviennent des supernovas portent le témoignage des explosions stellaires. En 1987, les détecteurs du monde entier enregistrèrent une bouffée de neutrinos quelques secondes avant que la lumière d'une supernova lointaine n'atteigne la Terre. Ces particules avaient traversé la matière de l'étoile mourante avant l'éclat lumineux, offrant un regard direct sur la mort d'un soleil. Il existe aussi des neutrinos d'énergie extrême, venus des confins de l'univers. Certains, détectés par IceCube, transportent une énergie telle qu'ils défient l'imagination. Leur origine demeure incertaine, peut-être des trous noirs supermassifs, peut-être des événements encore inconnus. Chaque neutrino de haute énergie est un messager cosmique porteur d'informations qu'aucune autre particule ne peut nous transmettre. Et pourtant, malgré ces découvertes, l'essentiel nous échappe. Nous ne savons pas exactement quelle est leur masse, ni si ce sont des particules ou des antiparticules, ni si elles détiennent la clé du mystère de la matière. Elles sont là partout, et pourtant elles se dérobent à nos instruments. Il y a dans les neutrinos une leçon d'humilité. Ces particules, parmi les plus abondantes de l'univers, sont aussi parmi les plus insaisissables. Elles nous rappellent que la réalité n'est pas faite seulement de ce qui se voit, mais de ce qui traverse en silence. Nous vivons plongés dans un océan invisible, traversé à chaque seconde par une pluie de fantômes. Leur mystère est une invitation. Car si nous parvenons un jour à comprendre les neutrinos, nous comprendrons peut-être aussi pourquoi l'univers existe tel qu'il est, pourquoi la matière a triomphé. Pourquoi nous sommes là pour poser ces questions. Ces particules fantômes, si discrètes, pourraient en bien détenir une part des secrets les plus profonds du cosmos. La Voie lactée se déploie comme une rivière d'étoiles dans la nuit, majestueuse et silencieuse. Elle semble complète, une structure vaste et cohérente, formée de centaines de milliards de soleils, de gaz, de poussière et de planètes. Mais derrière cette apparente plénitude se cache une absence. Notre propre galaxie, aussi familière qu'elle nous paraît, dissimule un déficit troublant. Une partie de sa masse a disparu. Depuis longtemps, les astronomes savent que la matière visible ne suffit pas à expliquer les mouvements des étoiles dans la Voie lactée. Les vitesses observées sont trop élevées, comme si une main invisible exerçait une attraction supplémentaire. Cette absence fut l'un des premiers indices de l'existence de la matière sombre. Mais même en tenant compte de cette hypothèse, un autre problème demeure. La masse que nous pouvons mesurer directement, des gaz, étoiles, poussières, ne correspond pas aux prédictions théoriques issues du Big Bang et des modèles cosmologiques. Une partie de la matière baryonique, c'est-à-dire la matière ordinaire composée de protons et de neutrons, semble manquer. Où se cache cette matière? Elle devrait être là, dispersée dans notre galaxie, mais nos instruments peinent à la détecter. Ce déficit était parfois appelé le problème de la matière manquante. Il ne s'agit pas de matière sombre, mais bien de matière ordinaire, invisible parce qu'elle n'émet pas de lumière. Les chercheurs ont proposé plusieurs pistes. Une grande partie de cette matière pourrait se trouver dans des nuages de gaz diffus, très chauds, qui entourent la galaxie comme une couronne invisible.
Ce halo galactique s'étendrait bien au-delà du disque étoilé, englobant la Voie lactée entière dans une bulle de plasma ténu. Mais ce gaz est si dilué qu'il échappe souvent à nos télescopes. Ce n'est qu'en observant les rayons X émis par ce milieu que l'on devine sa présence. Une autre possibilité est que la matière manquante se cache dans de petites structures, des naines brunes, des planètes errantes, des astres trop faibles pour briller. Notre galaxie pourrait être peuplée d'innombrables objets obscurs, vagabonds invisibles flottant entre les étoiles. Ces MACHO, Massive Astrophysical Compact Halo Objects, furent longtemps suspectés, mais les relevés n'en ont pas trouvé assez pour combler l'écart. Le mystère reste entier. Certains pensent que cette matière baryonique est expulsée hors des galaxies par des vents violents. Les explosions de supernovas et l'activité des trous noirs supermassifs projettent d'immenses quantités de gaz dans l'espace intergalactique. Ces flux, invisibles à l'œil nu, arrachent la matière à la Voie lactée, la dispersant dans les vastes filaments cosmiques. Peut-être que notre galaxie a perdu une part de sa substance rejetée dans le vide environnant. Les nouvelles observations du rayonnement diffus cosmologique, ce fond fossile du Big Bang, confirment que la quantité totale de baryons dans l'univers est bien plus grande que ce que l'on observe dans les galaxies. Une fraction importante de cette matière se trouverait dans ce que les chercheurs appellent le milieu intergalactique chaud, une toile ténue reliant les galaxies entre elles. Mais la traquer demande des instruments d'une sensibilité extrême, capables de lire les empreintes infimes que ce gaz laisse sur la lumière des quasars lointains. Cette absence n'est pas anodine, car comprendre où se cache la matière manquante, c'est comprendre comment les galaxies naissent en Ad Evolutiona. Si nous ignorons une partie des ingrédients, nos modèles restent incomplets. La Voie lactée, loin d'être un édifice parfaitement connu, garde des zones d'ombre. Ce que nous voyons n'est qu'une fraction de son corps véritable. Il y a aussi une dimension philosophique à ce mystère. Notre galaxie, ce foyer cosmique qui abrite le Soleil et la Terre, n'est pas pleinement connu. Même à l'échelle de notre propre demeure cosmique, nous ne voyons pas tout. Nous habitons un édifice dont la moitié des briques nous échappent. Cette ignorance rappelle que le cosmos n'est pas seulement lointain et inaccessible, mais qu'il demeure mystérieux jusque dans son intimité la plus proche. Les astrophysiciens poursuivent la traque avec des observatoires toujours plus puissants. Les télescopes spatiaux comme Chandra ou XMM Newton sondent les rayons X émis par le gaz chaud. Les missions futures, dotées d'une sensibilité accrue, pourraient enfin cartographier ce halo invisible qui entoure la Voie lactée. Chaque indice découvert est une pièce ajoutée au puzzle. Pourtant, l'incertitude persiste. La matière manquante est là, quelque part, mais elle se dérobe à nos regards, comme si notre galaxie voulait garder une part de son secret. Nous contemplons la Voie lactée comme une arche lumineuse dans le ciel, mais derrière cette splendeur, elle nous cache une absence, une énigme. Cette question rejoint celle, plus vaste, de la structure de l'univers. Car si nous ne parvenons pas à trouver la matière manquante de notre propre galaxie, comment espérer comprendre l'équilibre du cosmos tout entier ? Le problème est local, mais il reflète une ignorance universelle. Il y a quelque chose de troublant dans cette idée. Nous vivons dans un monde dont nous ignorons une partie fondamentale. Nous croyons connaître notre foyer, mais une fraction de sa substance échappe à nos sens. Comme si nous marchions dans une maison dont certaines pièces étaient invisibles, inaccessibles, mais bien réelles. Le problème de la matière manquante n'est peut-être pas une impasse, mais une étape. Il est assez possible qu'avec le temps, avec de nouveaux instruments, nous découvrions enfin ces réservoirs cachés. Peut-être qu'un jour, le halo galactique sera cartographié dans ses moindres détails, révélant les milliards de tonnes de gaz qui manquent à notre bilan. Peut-être découvrirons-nous une population d'objets obscurs flottant entre les étoiles. Mais pour l'instant, nous restons dans l'ombre. La Voie lactée, que nous pensions familière, garde son secret. Et ce secret, paradoxalement, fait partie de sa beauté. Car il nous rappelle que même notre propre galaxie est encore un mystère, un territoire inachevé dans notre compréhension. Chaque nuit, un voile tombe sur la conscience. Nos pensées s'estompent, nos souvenirs se dissolvent, et peu à peu, nous glissons dans une obscurité intérieure. Le sommeil, cette expérience universelle, semble si naturelle que nous oublions à quel point elle est étrange. Pourquoi passons-nous un tiers de nos vies à nous déconnecter du monde, vulnérables, silencieux, inconscients ? Pourquoi le cerveau, organe si complexe, choisit-il chaque jour d'abandonner la vigilance, comme si l'esprit devait périodiquement s'effacer ? La science décrit avec précision les rythmes du sommeil. Chaque nuit, nous traversons des cycles composés de plusieurs phases. Le sommeil lent, d'abord léger, puis profond,
plonge le cerveau dans une activité ralentie. Les ondes cérébrales s'allongent, les muscles se détendent, les battements du cœur se calment. Puis survient le sommeil paradoxal, cette phase étrange où l'activité cérébrale redevient intense, presque comparable à celle de l'éveil, tandis que le corps reste paralysé. C'est là que naissent la plupart des rêves. Nous connaissons les mécanismes, les hormones, les neurotransmetteurs qui orchestrent ce ballet. Mais la véritable question demeure entière. Pourquoi ? Quelle est la fonction essentielle du sommeil qui justifie une telle vulnérabilité ? Dans l'histoire de l'évolution, rester immobile et inconscient pendant des heures semble être un danger. Et pourtant, toutes les espèces animales dorment, d'une manière ou d'une autre. Les lions sommeillent en calme de longues heures, les oiseaux dorment d'un œil, certains dauphins n'endorment qu'un hémisphère de leur cerveau à la fois. Le sommeil, malgré sa diversité, semble universel. Les hypothèses se multiplient. L'une des plus étudiées est celle de la restauration biologique. Pendant le sommeil profond, le corps répare les tissus, régénère les muscles, consolide le système immunitaire. Le cerveau lui-même se nettoie, le système lymphatique, découvert récemment, évacue les déchets accumulés pendant l'éveil, comme les protéines liées aux maladies neurodégénératives. Dormir serait une forme de maintenance, un travail de réparation invisible. Mais cette explication biologique ne suffit pas. Le sommeil semble aussi essentiel à l'esprit. Les chercheurs ont montré qu'il joue un rôle crucial dans la mémoire. Pendant la nuit, le cerveau réorganise les souvenirs, renforce certains apprentissages, efface ce qui est superflu. C'est comme si chaque jour, la conscience accumulait une multitude de traces et que le sommeil venait trier, consolider, purifier. Sans sommeil, la mémoire se fragilise, l'attention se brouille, l'équilibre émotionnel se désagrège. Il existe aussi une dimension plus mystérieuse. Pourquoi l'esprit s'efface-t-il presque totalement ? Pourquoi n'avons-nous aucun souvenir d'une grande partie de nos nuits ? Nous passons des heures dans un état d'existence dont il ne reste rien. Ce silence de la conscience interroge. Qu'est-ce qu'un esprit qui cesse d'être conscient, mais qui continue d'exister ? Sommes-nous encore nous-mêmes lorsque nous dormons sans rêver ? Certains philosophes y voient une énigme ontologique. Le sommeil montre que notre identité n'est pas continue, mais intermittente. Nous disparaissons chaque nuit pour renaître chaque matin. Cette alternance entre présence et absence est inscrite au cœur de notre condition. Elle rappelle à petite échelle la fragilité de l'existence elle-même, être, ne plus être, revenir. Les rêves qui ponctuent dans nos nuits ne dissipant pas totalement ce mystère, car même lorsqu'ils sont intenses, ils s'effacent rapidement, comme s'ils étaient faits d'une matière instable. Le réveil les chasse et l'esprit ne garde que des fragments. Pourquoi cette amnésie ? Peut-être que le rêve n'est pas destiné à être conservé. Peut-être est-il une activité interne, un travail invisible que la conscience ne doit pas retenir. Ou peut-être que notre cerveau, en construisant ces univers éphémères, touche à des zones de lui-même qui ne peuvent être intégrées à la mémoire de l'éveil. Les neurosciences, malgré leurs avancées, ne savent pas encore pourquoi le sommeil est vital. Nous savons seulement que son absence est fatale. Privés de sommeil, les animaux meurent en quelques semaines, même sans manque de nourriture. Chez l'homme, l'insomnie totale provoque désorientation, hallucination, effondrement. Le sommeil n'est donc pas un luxe, mais une nécessité fondamentale, aussi vitale que l'air ou l'eau. Une autre énigme réside dans la diversité des rythmes. Certaines espèces dorment quelques minutes seulement, d'autres des dizaines d'heures. Les girafes ne dorment que 2 heures par jour, tandis que les chauves-souris peuvent en passer 20. Pourquoi de telles différences ? Quelle quantité de sommeil est véritablement nécessaire ? Même chez l'être humain, ce besoin varie fortement. Certains vivent en bonne santé avec 4 heures de sommeil, d'autres s'effondrent s'ils en ont moins de 8. Le sommeil semble à la fois universel et profondément individuel. Au-delà de ses fonctions biologiques et cognitives, le sommeil reste un mystère existentiel. Chaque nuit, nous acceptons de nous laisser glisser dans cet état. Nous éteignons notre conscience volontairement comme si nous savions que c'est un passage obligé. Cette confiance, étrange et silencieuse, est universelle. Nous confions nos vies à cet effacement sans pouvoir l'éviter. Le sommeil est aussi lié au temps. Nos nuits sont rythmées par les cycles circadiens, ces horloges internes qui répondent à la lumière et à l'obscurité. Depuis la nuit des temps, l'alternance du jour et de la nuit dicte notre rythme. Mais pourquoi la vie a-t-elle choisi ce modèle plutôt qu'un état de vigilance permanente ? Peut-être que le sommeil n'est pas seulement un besoin physiologique, mais une adaptation profonde au cosmos, une réponse au cycle immuable de la Terre.
Dans les traditions spirituelles, le sommeil est souvent comparé à la mort. Non pas une mort totale, mais une mort provisoire, une suspension. Les anciens y voyaient une porte, un passage vers d'autres mondes. Même aujourd'hui, ce parallèle demeure troublant. Chaque nuit, nous vivons une expérience qui ressemble à une disparition, et chaque matin, nous renaissons. Cette alternance quotidienne est un rappel discret de notre finitude. Il y a enfin une beauté dans ce mystère. Le sommeil nous échappe, mais il nous enveloppe. Il nous arrache au tumulte des jours, il nous plonge dans un océan d'oubli, il nous rend au monde avec un esprit renouvelé. Peut-être n'avons-nous pas besoin de comprendre totalement pourquoi il existe. Peut-être suffit-il de reconnaître qu'il est une énigme nécessaire, inscrite au cœur de la vie. Le sommeil demeure un secret universel. Nous savons quand il vient, nous savons quand il s'en va, mais nous ignorons pourquoi il nous efface. Il est une nuit intérieure, un mystère quotidien que la science n'a pas encore éclairé. Il y a des dizaines de milliers d'années, un groupe d'êtres humains se rassemblait autour d'un feu. Dans l'obscurité des forêts, le feu était une frontière fragile entre la peur et la sécurité. Mais ce soir-là, ce qui se produisit dépassait la chaleur des flammes. Des sons se mirent à porter plus que des cris. Ils devinrent porteurs de sens. Pour la première fois, la parole naissait, et avec elle, un monde nouveau. Le langage est si familier que nous en oublions sa singularité. Nous parlons, nous écrivons, nous chantons, sans penser à l'abîme qu'il franchit. Car aucun autre être vivant n'a développé une telle faculté, une capacité à transformer des sons arbitraires en symboles, des symboles en concepts, et des concepts en univers partagés. Le langage est ce qui nous relie, ce qui nous permet de transmettre non seulement des informations, mais aussi des émotions, des récits, des visions. Il est le tissu même de la culture, de la mémoire et de l'histoire. Mais comment est-il apparu ? À quel moment de notre évolution les premiers humains ont-ils franchi ce seuil invisible ? Les scientifiques cherchent des indices dans l'archéologie, la paléontologie et la génétique. Le langage laisse peu de traces directes. Aucun fossile ne conserve une parole, aucun outil ne porte la marque des premières phrases. Pourtant, quelques indices apparaissent. La structure du crâne, l'anatomie de la gorge, les empreintes génétiques donnent des fragments d'histoire. Le gène FOXP2, par exemple, découvert dans les années 1990, est souvent cité comme l'un des éléments liés au langage. Une mutation dans ce gène provoque de graves troubles de la parole et du langage chez l'être humain. On a découvert qu'il était présent sous une forme proche chez les Néandertaliens. Cela suggère que nos cousins disparus possédaient peut-être eux aussi des capacités vocales complexes, mais un gène seul ne crée pas un langage. Il faut aussi une culture, une transmission, un apprentissage collectif. L'anatomie joue également un rôle. Le larynx humain est placé plus bas que chez la plupart des autres primates, ce qui permet une plus grande variété de sons. Mais cette adaptation a un prix. Elle nous expose au risque d'étouffement, inconnu chez nos cousins singes. Pourquoi la sélection naturelle aurait-elle favorisé une telle fragilité, si ce n'est pour un avantage immense, la possibilité de parler ? Pourtant, parler n'est pas seulement produire des sons, c'est aussi leur donner un sens, une structure. C'est inventer la syntaxe, ces règles qui organisent donc les mots et permettent de créer une infinité de phrases nouvelles. C'est cette capacité combinatoire, plus que le simple vocabulaire, qui distingue radicalement le langage humain. D'où vient-elle ? Certains chercheurs pensent qu'elle est née progressivement, par complexification des cris et signaux. D'autres estiment au contraire qu'il s'agit d'une mutation cognitive soudaine, un grand saut dans l'évolution de l'esprit. L'archéologie offre quelques indices indirects. L'apparition de l'art pariétal, il y a environ 40 000 ans, semble témoigner d'une pensée symbolique déjà avancée. Les peintures de Lascaux ou de Chauvet ne sont pas de simples représentations. Elles manifestent une capacité à créer des images mentales, à transmettre un sens au-delà du présent. Certains y voient la preuve que le langage, sous une forme développée, existait déjà à cette époque, mais peut-être qu'il était bien plus ancien, remontant aux premiers Homo sapiens, voire aux Homo erectus. Le mystère s'épaissit lorsque l'on observe les autres espèces. Les dauphins, les corbeaux, les abeilles utilisent des systèmes de communication élaborés. Certains primates peuvent apprendre à utiliser des signes ou des symboles. Mais aucun n'a franchi le seuil du langage humain, cette combinatoire infinie qui permet de raconter le passé, d'imaginer l'avenir, d'inventer des mondes. Pourquoi nous et pas eux ? Était-ce une question de hasard évolutif, une singularité improbable, ou bien une conséquence inévitable de la complexité croissante du cerveau ?
Le langage n'est pas seulement un outil de communication, il est une transformation du réel. Avec lui, nous avons pu transmettre le savoir d'une génération à l'autre, accumuler des expériences, bâtir des cultures. La parole, c'est la mémoire collective qui dépasse la durée d'une vie. Sans elle, pas de mythe, pas de loi, pas de science. Le langage a fait de nous une espèce historique. Mais il reste une énigme. Le langage est-il né pour décrire le monde ou pour créer du lien social ? Certains anthropologues pensent qu'il s'est d'abord développé comme une forme de grooming vocal, une manière de renforcer les liens de groupe par des échanges sonores plus efficaces que le toilettage des primates. La parole aurait d'abord servi à unir avant de servir à décrire. D'autres y voient une nécessité pratique, coordonner la chasse, transmettre des techniques, avertir d'un danger. La vérité se situe peut-être dans la combinaison de ces fonctions. La diversité des langues humaines est une autre facette du mystère. Aujourd'hui, on compte environ 7000 langues, chacune avec ses sons, ses structures, ses métaphores. Cette diversité montre que le langage n'est pas figé, mais un organisme vivant en perpétuelle mutation. Pourtant, toutes partagent des traits communs. La capacité d'articuler des sons en mots, de combiner ces mots en phrases, d'exprimer des abstractions. Comme si derrière la variété se cachait une grammaire universelle, inscrite dans l'esprit humain. Noam Chomsky a défendu cette idée, celle d'une structure innée, présente dans notre cerveau dès la naissance. Mais cette hypothèse, séduisante, reste débattue. Le langage est aussi lié à la pensée. Peut-on penser sans mots ? Les nourrissons, avant de parler, perçoivent déjà des catégories, des régularités. Les animaux aussi résolvent des problèmes sans langage. Mais il est indéniable que la parole enrichit la pensée, lui donne des outils plus précis, plus abstraits. Elle permet de manipuler des concepts invisibles, d'imaginer des choses qui n'existent pas encore. Peut-être que le langage ne crée pas la pensée, mais qu'il l'élargit comme un prisme, ouvrant des dimensions supplémentaires devant l'esprit. Il est fascinant d'imaginer le premier mot prononcé par un humain. Était-ce un cri d'alerte, un appel, un nom donné à une chose ? Était-ce une exclamation spontanée ou le fruit d'une lente accumulation de sons partagés ? Nous ne le saurons jamais. Ce premier mot est perdu dans le silence des millénaires, mais il a marqué une frontière invisible. Avant lui, l'humanité n'était qu'un ensemble d'individus intelligents. Après lui, elle devint une espèce capable de construire un monde symbolique, un univers de récits et de mémoire. Le langage est né quelque part entre le cri animal et la pensée abstraite. Il a surgi dans l'obscurité des temps, transformant pour toujours le destin de notre espèce. Et son origine demeure une énigme, comme si la parole elle-même refusait de révéler son premier souffle.